le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais, et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois. Et puis il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Nous avons passé 3h30 ensemble. Et c'était bouleversant, à la fois par l'émotion que chacun a manifestée, celle que j'ai ressentie moi-même, et c'était purement et simplement l'expression de la vérité de vie dont toutes ont été atteintes, et certaines sans doute ont été brisées par des actes de violence intolérables et hélas d'agressions sexuelles abominables. Et c'est le travail incroyable, ou la chance incroyable qu'un réseau sur Internet a pu faire naître. Je voudrais signaler, on a passé beaucoup de temps ensemble, je voudrais signaler qu'ils ne se connaissaient pas. À 2 exceptions près, ils ne s'étaient pas rencontrés autrement que numériquement. Et ce que ces expériences disaient était insupportable, d'autant que chez nous, j'étais parent d'élèves dans cet établissement et des milliers de familles avaient des enfants dans cet établissement, comme s'il y avait 2 univers, l'univers des externes et l'univers des internes. Et l'univers des internes était un univers dont on ne peut pas supporter l'idée. Comme ça a été publié hier, vous le savez, quand j'ai appris
En 1996, alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale, la première plainte pour une claque, j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement dont je n'avais aucune trace. Je savais bien que je l'avais souhaité, mais je n'avais aucune trace. Et cette inspection a donné lieu à un rapport que vous avez lu hier et qui était un rapport, au bout du compte, rassurant. Et c'est toujours pareil dans les affaires de violence de cet ordre. On peut vivre à côté, et ici, il y a des milliers de familles, des milliers de familles dont les enfants ont été scolarisés à Bétara. Et puis, il y a tous ceux qui, depuis cette époque, se sont tus. C'était très frappant dans la délégation que plusieurs des membres de la délégation ont dit « je ne savais pas » eux-mêmes. Et l'un d'entre eux a expliqué, on pensait qu'on était tout seul à subir ça. Alors c'est pour moi une expérience bouleversante. C'est une expérience à laquelle je veux apporter mon soutien et prendre des décisions qui vont dans le sens de ce soutien. Mais au-delà des décisions gouvernementales, je veux dire que c'est notre société tout entière qui ne peut pas accepter, c'est du moins comme ça que je le ressens, que ces violences demeurent ignorées, notamment sur un point, ou demeurent sans suite sur un point, c'est que beaucoup des victimes qui sont là savent ou découvrent que pour un certain nombre, les actes qui les ont frappés sont prescrits. Ils demeurent victimes. Ce n'est pas parce que pénalement les actes sont prescrits que humainement les conséquences sont effacées. Et je pense qu'il convient que nous nous interrogions sur cette situation-là. C'était une des demandes qui a émergé de la rencontre et je pense qu'il convient de la prendre en compte. Ensuite, le collectif a dit, mais on a besoin de moyens supplémentaires pour que les plaintes soient examinées. Et ces moyens supplémentaires, je vais demander au ministère de la Justice de détacher des magistrats pour qu'on puisse aller au bout du travail sur les plaintes. Il y a 112 plaintes, si ma mémoire est fidèle, et 95 ont été déjà entendus par les gendarmes, où qu'ils se trouvent, dans l'Hexagone ou outre-mer ou à l'étranger. Et il faut aller jusqu'au bout de cela parce que les coupables ne peuvent pas rester à l'abri. Il y a eu ensuite un souhait de sensibilisation des enfants dans toutes les écoles de France. Et comme vous savez, c'est un programme qui a été lancé le 5 février dernier par le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale sur l'éveil à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ensuite, des inspections aléatoires sur les internats qui sont pas la panacée, comme on l'a vu, mais qui sont
qui méritent d'être organisées. Et puis, il y a la question du fonds d'indemnisation pour les victimes d'abus physiques et sexuels. Le collectif a fait valoir quelque chose qui est très frappant, qui est que ce fonds d'indemnisation, le CRR, le comité de reconnaissance et de réparation, prend en compte les religieux mais ne prend pas en compte les laïcs. Or, il se trouve que les laïcs, surveillant par exemple dans un établissement, ces laïcs-là, évidemment, portent des responsabilités dont ne peuvent pas s'exonérer les responsables. Et donc, on va ensemble examiner les moyens d'élargir la responsabilité, quand il y en a, non seulement aux religieux, mais aux laïcs qui dépendent de ces institutions. Et on peut tout à fait imaginer, envisager l'idée que ce soit sous l'autorité de l'État et non pas de l'Église qu'on puisse examiner ces responsabilités. Et puis, on va rappeler qu'il est obligatoire de signaler immédiatement tous les soupçons d'abus sexuels ou de violences physiques, sous peine de sanction. Très important, il faut que nous trouvions un mécanisme pour garantir l'accompagnement psychologique des victimes. Beaucoup de ceux qui étaient là ont signalé quel investissement ça représentait pour eux de suivre des psychothérapies adaptées à ce genre de situation. Et enfin, il y avait la demande de créer un numéro vert. Ce numéro vert existe, mais on ne le connaît pas ou on ne le connaît pas assez. C'est le numéro 119. C'est un numéro dans lequel on peut signaler ce type de violence-là. Et enfin, j'ai fait une proposition pour ceux que ça intéresserait du collectif. Je leur ai proposé, après m'être assuré que la personnalité en question l'accepterait, qu'ils puissent rencontrer Jean-Marc Sauvé, qui a suivi, comme vous le savez, les violences dans le cadre de l'Église et qui a accepté, à ma demande, de les rencontrer pour tous ceux, en tout cas, que cela intéresserait. Mais on est devant un continent méconnu, inconnu, ou trop longtemps inconnu, et ce continent-là, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la découverte, de la parole, de l'élucidation de ce qui s'est passé réellement, et à côté de quoi, c'en est un témoignage, nous pouvons vivre sans le savoir. Je rappelle que j'avais demandé cette inspection en 1996, mais que quand j'ai quitté le ministère en 1997, il y a eu nombre de ministres de l'Éducation et nombre de ministres de la Justice, d'opinions différentes, et que cependant on est resté sous les radars. Et si Alain Asquer n'avait pas été là, dans une intuition pour proposer à ceux qui se reconnaîtraient dans ces actes-là, pour leur proposer de se réunir, de se regrouper, ça ne serait pas arrivé. Encore une fois, ceux qui sont membres de ce collectif ne se connaissaient pas entre eux. C'est la première fois ce matin qu'ils se rencontraient. Et cependant, la ressemblance incroyable de ce qu'ils ont vécu est une attestation de la sincérité, de la vérité de ce qu'ils disent. Pour moi, c'était bouleversant, et pour nous, ça doit être une obligation, un devoir. Donc, on a répondu, j'espère. En tout cas, c'était une rencontre pour moi
d'une authenticité terriblement marquante. Je le répète, il y a des actes intolérables et il y a des actes abominables. Et ces actes-là, il est de notre devoir de les reconnaître, de chercher, enfin pas de chercher, de voir la justice les punir et de se trouver ensuite avec la question de l'accompagnement et des réparations qui est une question pendante pour nous tous. Merci beaucoup. Vous nous redites qu'à l'époque, vous ne saviez pas donc. Eux ne savaient pas. Mais vous allez voir un juge pourtant à titre privé Non. Qui vous donne des informations sur ce thème. Pas du tout. Lorsque je rencontre le juge en question, la personne poursuivie a été libérée. Et la justice, par une décision de justice, l'a libéré. Et puis il s'est suicidé et l'affaire a été de ce fait éteinte. Mais je suis sûr que beaucoup d'autres sont restés ignorés, y compris de moi. Et au vu des témoignages que vous avez entendus, est-ce que vous avez des regrets, des remords sur cette période? J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre. Et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Encore une fois, c'est des affaires qui ont 30 ans, 25 ans, et depuis, vous n'en avez pas entendu parler. Et moi non plus. Et c'est une des choses qui sont inacceptables. Vous n'avez pas demandé le résultat de votre inspection que vous aviez demandé vous-même, Monsieur le Premier ministre? Le résultat a été publié hier et vous l'avez lu. Il est absolument, comment je peux dire, dans le sens de cette institution, positif pour cette institution, pour son climat, pour son ambiance, pour le travail qui est conduit. Les victimes étaient très seules depuis un an, alors que ça a émergé il y a un an déjà. Ça, c'est pas normal. Comment vous l'expliquez? Qu'aucun politique n'est reçu, ou se soit intéressé à cette Politique, je ne sais pas si je le suis, mais je suis sûr que je m'y suis intéressé. On vient de passer 3h30 ensemble. Est-ce que c'est pas un peu tard de faire cette réunion aujourd'hui? Oui, il y a 30 ans, trop tard. Certaines victimes auraient attendu, pas forcément celles autour de vous, mais d'autres, mea culpa, les excuses. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Mea culpa, ça veut dire c'est ma faute. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. Monsieur le Premier ministre, vous saviez, tout le monde savait ici que Betaram était une institution dure, même il y a 30 ans. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'internat et l'établissement local. Les externes, les demi-pensionnaires, c'était les familles du pays. Et il y en a des milliers. Et qui ne savaient pas ça. Les garçons qui sont là ont dit, on n'a jamais osé le dire à nos parents. Vous comprenez ça, humainement. Ils n'ont pas dit non plus à vous. Alors, est-ce qu'on aurait dû s'en apercevoir avant? À coup sûr, bien sûr, évidemment. Quand il y a des violences intraconjugales, les voisins disent on aurait dû le savoir avant. Et puis c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est une raison de plus de construire une prévention sur ce sujet. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce qu'ont demandé les victimes, le collectif des victimes, et c'est ce que nous allons faire. Est-ce que vous craignez que ça vous fragilise politiquement, Monsieur le Premier ministre? Je ne suis en aucune manière dans des considérations politiques ni politiciennes. Écoutez, j'ai tout à fait l'intention de donner la parole aux victimes sur ce sujet. Ils se sont exprimés avec assez de force. Pour ma part, ayant été voisin de cette institution, je n'ai que le sentiment d'être bouleversé. Monsieur Bayrou, est-ce que vous pouvez nous promettre que vous n'étiez pas au courant? Qu'est-ce que vous voulez dire, promettre que je n'étais pas au courant? Vous voulez que je vous le jure, croix de bois, croix de fer? Je n'étais pas au courant et ils ont dit eux-mêmes qu'eux n'étaient pas au courant. Vous pouvez nous le promettre?
Je ne sais pas ce que promettre veut dire dans votre idée. Il suffit que... Je ne savais rien, c'est une polémique montée de toutes pièces. Je n'ai pas dit que c'était une polémique montée de toutes pièces. J'ai dit que je ne savais pas. Je savais pour cette plainte qui avait été posée sur une claque. J'ai demandé une inspection. Cette inspection a été conduite jusqu'à son terme. Et pour le reste, des sévices sexuels, je n'avais jamais entendu parler. Et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Et votre femme? Ma femme n'a jamais entendu parler non plus. Vous imaginez pas que nous aurions mis nos enfants dans une école dans laquelle il y avait ce genre de soupçons. Enfin, je sais pas, il n'y a pas un parent que je connaisse qui aurait pu se trouver exposé à ce risque. Quand vous parlez de prescription, ça veut dire que vous envisagez peut-être qu'on puisse modifier la loi, qu'on puisse allonger les délais? En tout cas, il faut que nous posions cette question juridiquement. Quel est le statut des victimes dont on sait qu'ils ont été victimes mais dont les actes sont prescrits? Comment peut-on les reconnaître et comment peut-on les aider? La question s'est posée à l'Assemblée nationale, elle a été balayée par un certain nombre de parlementaires qui ont refusé l'inscriptibilité. Ces parlementaires-là s'expliqueront, il y aura des débats à l'Assemblée nationale. Moi, je ne fais pas de politique dans cette affaire. C'est suffisamment bouleversant de se dire que ses propres enfants ont été sans rien savoir, sans rien voir, dans une institution où il y avait des actes de cette gravité-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire pour un père de famille, pas pour un politique. C'est pas de l'ordre de la politique. C'est de l'ordre de la responsabilité que non seulement ma famille, mais des milliers de familles, le Taram, tout le monde connaît ici, vivent en ce moment en découvrant ce qu'ils ne savaient pas, que je ne savais pas. Et peut-être aurait-il pu en être autrement, mais qu'ils ne savaient pas, que leurs parents ne savaient pas, et qu'ils n'ont pas osé leur dire. Et donc, ce qui est abominable et ce qui est intolérable ne peut pas être accepté. Est-ce que le juge Mirande vous a parlé de cette mise en examen? Le juge Mirande, alors, c'est il y a 30 ans, donc est-ce que les dates... Le juge Mirande est mon voisin, donc nous nous sommes croisés sur le chemin. Mais je répète, cette personne avait été libérée par la justice. Est-ce que lui-même avait pu faire valoir son point de vue auprès de ses collègues magistrats qui l'ont libéré? Je ne sais pas. Le juge Mirande dit qu'il vous a alerté en 1998, qu'il vous a dit... C'est-à-dire qu'il était libéré, je vous répète. 98, cette personne, je ne me trompe pas dans les dates, avait été libérée par la justice. Concernant le père Carita dont on parle là, est-ce qu'il, quand vous avez été informé de ces faits, bien qu'il ait été libéré, est-ce qu'il n'était pas un moment, politiquement, de s'affairer à quelque chose, même si vous n'étiez plus ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là? Je ne connaissais pas, non, je ne connaissais pas le père Carita. Ma femme, oui, mais heureusement, je ne connais pas tous ceux que ma femme connaît, et ma femme ne connaît pas tous ceux que je connais. Non, je ne connaissais pas cette personne. C'était le directeur de l'établissement dans lequel vos enfants étaient scolarisés. Eh bien, je ne le connaissais pas. Monsieur Esquire nous a dit juste avant le début de la réunion qu'ici tout le monde savait. Vous êtes non. Tout le monde savait. Hier, sur sur France Bleu, sur Ici, ça s'appelle maintenant, il y avait Maître Sagardoito. Vous savez pas tout? Maître Sagardoito était l'avocat du garçon qui a porté plainte. Et il a dit quelque chose. On lui a dit, est-ce que vous êtes au courant? Et il a répondu ceci que j'ai trouvé éclairant. Il a dit, écoutez, vous venez d'annoncer sur la radio qu'à Grenoble, il y avait eu un attentat à la grenade. Est-ce que je suis au courant? Oui. Est-ce que je sais quelque chose? Non. Et il a dit,
parlant de moi, M. Bayrou, c'était ça. Il était au courant par les articles de journaux, notamment en 96, puisque j'ai demandé une inspection. J'ai demandé, personne d'autre, demandé une inspection. Mais je ne savais pas ce qui s'était passé. Et quand l'inspection dit « il ne se passe rien », qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, je ne ressens aucune indulgence d'aucune sorte à l'égard de ceux qui se sont comportés de cette manière. Et je pense que nous devons construire mieux encore une politique de prévention contre tout ça. Mais il se trouve que je ne savais pas, comme aucun de ceux qui sont là et qui étaient victimes ne savait pour les autres. C'est ce qu'ils ont exprimé. Est-ce que depuis, vous en avez parlé avec vos enfants, par exemple? J'en ai parlé avec mes enfants et mes enfants me disent qu'ils ne savaient pas. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses, ça oui. Mais des violences sexuelles, jamais. Vous vous rendez compte, peut-être vous savez ce que mes enfants représentent pour moi. On sait aussi ce que la religion représente pour vous. Non, la religion est pour moi totalement extérieure à tout ça. En aucune manière. Et je l'ai dit, nous en avons parlé ensemble. C'est pas parce qu'on croit qu'on a la foi en quelque chose, et chacun a sa propre forme de foi. C'est pas parce qu'on croit en quelque chose qu'on peut mélanger avec des actes qui sont des actes répréhensibles, pénalement, moralement, et je vous ai dit intolérables pour certains, abominables pour d'autres. Peut-être si vous connaissez ma vie un peu, vous savez que j'ai toujours considéré, jusque dans des combats acharnés, que quiconque touche à un enfant ne méritait aucune forme d'excuse. Quiconque touche à un enfant, pour moi, ne mérite aucune forme d'excuse. Monsieur l'expert, vous avez dit ce matin, tout le monde savait. Monsieur Bayrou aujourd'hui affirme que vous ne savez pas. Est-ce que vous croyez, Monsieur Bayrou? Moi, je le crois. Je dis tout le monde savait qu'il y avait une éducation avec des coups, et M. Bayrou vient de le dire pour sa fille qui lui en a parlé. Après, c'était effectivement l'omerta autour de ce type d'établissement. Oui, tout le monde savait qu'à Bétharram, il y avait de la discipline et que c'était très dur à vivre. Et pourtant, malgré cette réputation, les parents mettaient leurs enfants. C'est en fait très bizarre comme... C'est ça en fait qu'on dénonce et qui est aujourd'hui accepté par le Premier ministre. C'est qu'en fait, on sait sans savoir. Alors c'est un concept un peu bizarre, mais c'est très surprenant en fait comme analyse. Oui, on sait qu'il y a de la... Mais on gratte pas, peut-être parce qu'on ne veut pas savoir. La preuve, il y a une inspection... Vous pensez que M. Bayrou ne voulait pas savoir? Mais pourquoi il ne voudrait pas savoir ce qui est le meilleur pour ses enfants, comme tous les parents? Voilà. Est-ce que les politiques ont une responsabilité, selon vous, les élus à l'époque? Dans ce contexte-là, effectivement, c'est compliqué. Vous savez, quand je vais voir le directeur de Bétharram, j'actionne mon petit réseau, je saisis le maire de Coiraz et le maire de Montaut, pour appeler le préfet me répond je ne peux pas faire suspendre un surveillant comme ça, il faut voir avec le procureur. En fait, c'est là où il y a une faiblesse dans notre système. C'est-à-dire, en fait, personne ne se mouille. C'est bizarre. Et François Bayrou, aujourd'hui, il le dit, s'il n'y avait pas cet homme ordinaire qui est Alain Esquer, eh bien, le scandale de Bétharram, il n'aurait pas éclaté. Et toutes les victimes, elles resteraient avec leur poids. Aujourd'hui, elles ont la possibilité de s'exprimer à travers le collectif, en déposant des plaintes, évidemment, dans les gendarmeries. C'est une énorme victoire. C'est un jour historique. Et c'est un jour historique également pour toutes les victimes en France. Aujourd'hui, on a crevé l'abcès. Question pour tous les deux. Cette rencontre permet de faire la lumière, avancer? En tout cas, pour moi, c'est
c'est le surgissement d'un continent que j'ignorais. Je suis né dans cette région, j'y vis. Je n'ai pas été élève à Bétarame, contrairement à ce qui a été écrit je ne sais où. Moi, j'étais élève dans l'enseignement public à 4 km de Bétarame. J'ai été parent d'élèves. Et ce que j'ai entendu avec le sceau de l'authenticité la plus grande, ce que j'ai entendu, c'est un continent que j'ignorais. L'abcès est crevé, M. Esquer, aujourd'hui? C'est une page qui se tourne? Non, en tout cas, je le dis, c'est un jour historique. Vous savez, j'ai 53 ans, ça fait 40 ans que j'attendais ce moment. 40 ans. Donc c'est une immense victoire. Et pour moi, c'est une immense gratitude à leur égard. Parce que c'est incroyablement émouvant d'imaginer que parti du seul Alain Esquer, un réseau Internet s'est créé. Alors, si je n'avais pas existé, ils ont dit ça en riant et ils ont raison, si je n'avais pas existé, tout ça serait demeuré ignoré. Alors, d'une certaine manière, on a servi à quelque chose. Mais pour moi, ce qu'il faut examiner, c'est comment on peut prendre en charge les victimes, même quand il n'y a pas de condamnation pénale. Et c'est la raison pour laquelle on va ensemble, avec les associations nationales, réfléchir à cette question. Tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi à ces questions, c'est Jean-Marc Sauvé. Et que Jean-Marc Sauvé, que j'admire beaucoup, et que j'ai appelé, m'a fait l'amitié de dire qu'il allait s'entretenir avec le collectif pour partager avec lui ses questions et ses interrogations. Et aussi avoir la certitude qu'ils seront écoutés. Jean-Marc Sauvé, il dit, la première chose, c'est de les écouter. Et il a raison. Et encore une fois, c'était un continent inconnu dont le surgissement doit être utile. Si on peut, utile à eux, plusieurs d'entre eux ont exprimé ce que c'était pour eux d'être entrés dans ce chemin de reconnaissance. Semé d'embûches. Voilà, semé d'embûches pour tout le monde. Pardon ? Je n'entends pas ici le son. Combien de magistrats supplémentaires? Eh bien, avec le procureur général, il y a deux choses. Il y a le parquet de Pau qui doit être renforcé selon les études même du ministère de l'Intérieur, et il y a un commando volant pour aider à ce que le dossier soit décrypté jusqu'au bout. Quand vous dites que lors de votre rencontre avec le juge Mirand, le père Quelcar était en liberté, vous ne saviez pas qu'il avait été mis en examen? Il avait été mis en liberté, c'est la seule chose dont je me souvienne. C'est il y a 30 ans, je ne me souviens pas. Vous avez parlé de ça, qu'il avait été mis en examen? Non, le juge m'avait parlé je crois, de cette plainte, oui, c'est tout à fait juste. En 1987... Encore une fois, je ne rencontrais pas le juge. Le juge est mon voisin. En 1987, avec Philippe Douste-Blazy, vous faites un déplacement à Bétarame après, alors qu'un élève a été gravement blessé par un surveillant qui reçoit une claque. L'élève reçoit une claque de la part du surveillant. Vous défendez à ce moment-là, dans une prise de parole rapportée par Sud-Ouest, l'alerte. Non, je n'ai rien. La réputation de l'établissement. Les Béarnais se sont sentis injustement attaqués. Je dis que les familles se sont senties attaquées et qu'elles ont ressenti de l'injustice. Et ma citation précise est que ce que devait demander le ministre en 1996, il l'a demandé. Je n'avais pas cette archive, je n'avais pas de trace de cette inspection.
Et elle a été publiée hier, c'est hier je crois, elle a été publiée hier, vous pouvez la lire pour savoir ce que je savais. Cette inspection, elle dit que l'ambiance, le travail, la qualité de travail, les relations avec les élèves et les relations entre enseignants étaient excellentes. Je n'en savais rien. Et je pensais en effet que c'était vrai puisque mes enfants étaient élèves là. Elle met aussi à mal le témoignage d'une enseignante qui explique vous avoir de vive voix Non. Témoigner de situations Je ne anormales. connais pas cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée. Ah, elle s'est trompée de personne alors. Je crois qu'elle dit qu'elle en a parlé à ma femme. Non, à vous de vive voix. Non, enfin, je n'en ai pas de souvenir en tout cas. Ce qu'elle dit. Je ne connais pas cette dame. Je sais à peu près qui je connais, je ne connais pas cette dame. J'ajoute que le rapport de l'inspection ne va pas dans ce sens précis. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les yeux dans les yeux, vous nous dites que vous êtes soulagé. Un, je suis bouleversé. Et deux, je suis acquis à l'authenticité de ce que j'ai entendu et que je les soutiens. Et que je n'ai pas l'intention de les soutenir seulement aujourd'hui. J'ai l'intention que leur drame de vie, car ce sont des drames de vie, servent à tout le monde pour l'avenir et pour ceux très nombreux qui sont victimes de ce genre de sévices. Vous vous êtes dit à un moment, ça aurait pu être mes enfants? Non, parce que je crois que si ça avait été mes enfants, ils l'auraient dit. Je crois que je n'aurais pas pu ignorer ça pour mes enfants, mais oui, c'est tout à fait possible que les enfants se taisent à l'égard de leurs parents. Beaucoup d'entre ceux qui sont ici ont témoigné ça. À la lumière de ces événements, est-ce que vous regrettez d'y avoir mis vos enfants? Excusez-moi, on ne peut pas vivre de regrets. Je regrette infiniment que de tels actes aient pu être commis dans un pays ou dans une région qui est aussi humaniste que la nôtre. On n'est pas ici dans un univers de violence, on n'est pas dans un univers d'écrasement, on est dans un univers de respect oui, si la question est est-ce que vous auriez pu imaginer ça, non, je n'aurais pas pu l'imaginer. Monsieur Esquer, c'est vous, je crois, qui évoquait le fait qu'il y a un élu bernier parmi les auteurs présumés, c'est ça? C'est quelqu'un qui serait toujours en fonction aujourd'hui? Oui. L'adjoint au maire. Ça, le procureur communiquera de toute façon et mettra en examen, je pense, prochainement, tous les agresseurs de Betaram. Pour l'instant, juridiquement, c'est une enquête préliminaire. Vous avez bon espoir pour que l'enquête avance et aille vraiment sur le terrain judiciaire avec Écoutez, j'ai quand même un peu l'impression d'y travailler depuis maintenant 15 mois et de faire ça tous les soirs, le week-end, pour faire avancer et pour donner suffisamment d'éléments au procureur de la République de Pau. Vous savez que cette agence va suspendre? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas et je n'ai pas l'intention de le connaître. Voilà. Mais les témoignages sont très lourds et concordants. À la lumière de ce que vous avez entendu, de la souffrance qui vous avez été partagée aujourd'hui, est-ce que, à tête reposée, vous avez le sentiment d'avoir eu les mots justes dans vos expressions à l'Assemblée nationale cette semaine? J'ai eu les mots de la vérité qui sont j'avais entendu l'écho de la plainte pour une gifle. Je n'avais jamais de ma vie entendu, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, parler de sévices sexuels, parce que j'aurais été doublement irresponsable. J'aurais été irresponsable comme ministre et j'aurais été irresponsable comme père de famille. Et j'essaie de ne pas être irresponsable. Donc, de ce point de vue-là, non, Les mots choisis ont-ils été les bons? Si vous croyez que vous avez toujours les bons mots, non. Quand on est éclairé par la suite des événements,
oui, on se dit qu'on aurait pu sans doute avoir d'autres mots, mais je n'ai dit que la vérité stricte. C'est-à-dire, et encore, je n'avais aucune trace du rapport de l'inspection générale. Aucune trace. Je savais que j'avais déclaré au journal, c'est vous qui l'avez rappelé, que ce qui devait être fait avait été fait. Donc je me disais qu'il y avait un rapport. Mais je ne l'avais pas. Pourquoi a-t-il mis autant de temps à sortir? Je ne sais pas. Parce que j'imagine que ce rapport était dans l'éducation nationale. Alors pourquoi est-il pas sorti? Je n'en sais rien. Mais je sais, avec certitude, que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais simplement, on ne connaissait pas le continent inconnu. La plainte dont vous parle le juge, c'est une plainte sur violence sexuelle. Je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale quand cette affaire de deuxième plainte arrive. Je suis ministre de l'Éducation nationale jusqu'en mai, je crois, 97, et la plainte arrive décembre 97 et 1998. La mise en liberté intervient 98. En 98, au printemps 98. Non, je ne suis plus ministre de l'Éducation nationale. Mais pourquoi les ministres de l'Éducation nationale de l'époque n'en ont pas été saisis? C'est eux qui auraient dû en parler? C'est à l'intérieur de l'institution. Il y a une défaillance, David, dans cette institution. Et pourquoi est-ce que les ministres de la Justice n'en ont pas été saisis? Vous étiez au courant? Je répète, je vous ai dit les choses. J'ai quitté le ministère de l'Éducation nationale en mai 97, c'est-à-dire 6 mois ou 1 an avant les événements que nous évoquons. Vous êtes encore député à cette époque-là et président du Conseil. Je n'en ai pas été saisi comme député. C'était la justice qui était saisie et la justice a pris une décision. Voilà, et puis je ne vais pas défendre la justice de l'époque, je n'ai aucun élément pour le faire. Aujourd'hui, comment vous allez travailler concrètement? Est-ce que vous envisagez un comité interministériel? Comment vous allez mettre les choses sur la table pour avancer? C'est exactement ce que nous avons dit. Nous allons mettre en place, non pas un énième plan, parce qu'il y en a plein de plans, non pas un énième Grenelle, parce qu'il y a plein de Grenelles. Je veux traiter la question du statut des victimes qui n'ont pas pu bénéficier d'un jugement parce que les faits étaient prescrits et dont soit reconnu le tort terrible qu'elles ont subi. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas de réponse à l'heure qu'il est, mais on va chercher cette réponse-là. Rapidement? Oui, aussi vite que possible. Merci beaucoup. J'ai une dernière question.